Thierry Laudet. J'ai donc écrit un livre qui s'intitule « La biodiversité amoureuse », puisque l'une des grandes questions de la biologie, c'est pourquoi y a-t-il tant de biodiversité dans le monde? Comment se fait-il que cette planète regorge à ce point de vie? C'est une des questions essentielles de la biologie et on a un peu tendance à oublier que cette question est évidemment l'un des fondements de notre planète. On peut regarder partout sur ce qui nous entoure et à chaque fois on se remarquera que la planète qui qui grouille de vie, c'est la planète Terre. Sur cette planète, il y en a partout, depuis le fond de votre lit, au fond des plus grands océans, on va retrouver ce vivant qui est présent vraiment absolument dans les moindres interstices. Or, la question du vivant nécessite qu'on réintroduise une grande question, celle de la sexualité. Il s'agissait de faire comprendre que la sexualité constitue l'un des rapprochements essentiels à l'intérieur du monde vivant. Réintroduire la sexualité dans la théorie évolutive, ça permet de comprendre que le sexe est l'élément moteur qui va construire l'évolution. Jusqu'à présent, la sexualité était considérée comme une espèce d'accompagnement entre deux êtres vivants qui veulent se reproduire de manière harmonieuse. Dans la réalité, tout le monde sait très bien que le sexe constitue un énorme gaspillage d'énergie qui, du point de vue évolutif, ne trouve pas tellement sa justification. On dépense de l'énergie à faire des parades, on dépense des cellules sexuelles qui s'en vont pour rien, il y a souvent des difficultés à se rencontrer, à s'apprivoiser. Comment se faisait-il qu'une activité aussi complexe puisse être développée dans le monde du vivant? En outre, on s'est petit à petit rendu compte de quelque chose qui n'était pas prévu par la théorie évolutive. Au lieu d'être un rapprochement harmonieux, la sexualité est un conflit d'intérêts entre les mâles et les femelles qui n'ont pas du tout la même raison de se reproduire. Tandis que les femelles sont obligées de chercher un partenaire particulier, génétiquement, on va dire, pour être à la mode, génétiquement bon, pour obtenir une bonne descendance, une bonne progéniture, les mâles, au contraire, peuvent augmenter leur reproduction en multipliant les partenaires. Et ça constitue l'une des bases de ce qu'on va appeler le conflit sexuel. Quelque chose qui a été découvert dans les années 90, mais qui commence à peine à montrer l'importance de cette nouvelle théorie du conflit sexuel et qui permet maintenant de découvrir tout un ensemble d'éléments qui lui sont attachés et qui modifient notre perception d'évolution. Alors c'est précisément dans ce débat particulier qu'on commence à comprendre que le sexe a tout changé dans l'évolution. Jusqu'à présent, on considérait que les activités de reproduction constituaient un avantage pour certaines espèces et que d'autres espèces en étaient plus ou moins démunies. On a donc développé tout un ensemble de théories qui laissaient supposer que les êtres sexués allaient soit avoir des avantages parce que la sexualité permettait de réparer de l'ADN cassé, par exemple, ou au contraire que la sexualité permettait d'obtenir une plus grande variation, favorisant les êtres vivants dans leur résistance aux parasites, par exemple. Mais en fait, en raisonnant un petit peu différemment, on s'aperçoit que la sexualité est très ancienne. On a découvert il n'y a pas très longtemps, par exemple, que les premiers eucaryotes, c'est-à-dire les êtres vivants disposant de la sexualité, dataient de beaucoup plus longtemps, plus de 2 milliards d'années probablement. Donc ils sont très très anciens. Et du coup, ça change tout. Car si la sexualité est quelque chose de très ancien, on est obligé de comprendre en quoi la grande bifurcation entre des êtres sexués que sont les eucaryotes, c'est-à-dire les plantes, les champignons, les animaux, et de l'autre côté, les bactéries, qui elles ne sont pas sexuées, en quoi cette grande bifurcation va faire que le monde est ce qu'il est. Et cette bifurcation est inouïe puisque les bactéries sont incapables de former des organismes pluricellulaires, à plusieurs cellules, alors que de l'autre côté, plantes, champignons, animaux notamment, les protistes sont un peu à part, eux ont été capables de développer des organismes vivants. Puis, grâce à cette sexualité, ces organismes vivants vont se développer en deux sexes et ça va commencer à entraîner tous les problèmes du conflit des sexes, etc. Mais cette réintroduction de la sexualité dans l'évolution nous permet d'avoir un dessin du projet, enfin du processus évolutif qui est beaucoup plus important, probablement mieux dessiné que ce qu'on pensait avant à travers les petites règles. Il y a un autre outil intéressant dans la sexualité, c'est que c'est un moyen que les individus ont de peser sur leur propre devenir évolutif. Si je fais des choix sexuels, je peux faire ces choix sexuels en fonction de mes propres... Bien sûr, on est un peu déterminé par tout un ensemble de paramètres, mais on va dire qu'on peut réintroduire un petit peu de liberté dans les choix sexuels et que par conséquent, on est quelque part un peu responsable de l'évolution de notre propre espèce. C'est beau quand même.
Le gros intérêt des théories évolutives, c'est de partir de ce qui se passe réellement dans la nature. Et en travaillant sur cette thématique de l'apparition de la sexualité, on peut remonter sur les espèces vivantes. Alors on commence par exemple par regarder des animaux comme les putois, on les regarde vivre, et on se rend compte d'un seul coup qu'au lieu de faire ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire au lieu d'avoir affaire à des femelles qui vont choisir les plus beaux mâles, les plus grands, les plus forts, d'un seul coup, il y a des mâles bizarres qui sont choisis par des femelles qui elles-mêmes sont bizarres. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et à travers les recherches que nous pouvons mener, on a petit à petit découvert que cette variation des choix sexuels était principalement liée à des choix de la différence. Les femelles vont chercher des mâles qui possèdent des odeurs différentes parce que ces odeurs sont associées à un système immunitaire différent. Et voilà qu'au lieu d'avoir une évolution qui continue à courir d'individus de plus en plus performants, avec une concurrence entre les meilleurs, nous avons une évolution qui au contraire cherche de la différence, construit des variations, des divergences entre les individus. En cherchant quelqu'un qui va avoir un système immunitaire différent de moi, se dit le mâle ou se dit la femelle, eh bien, je vais chercher quelqu'un qui va produire des descendants différents de moi. Alors que si au contraire je cherchais les meilleurs, il y a longtemps qu'on serait tous des descendants des plus grands, des plus forts et des meilleurs, et je crois que le choix aurait forcément été diminué. Alors on commence par les putois, et puis en prolongeant ces recherches, on finit par découvrir qu'au tout début de l'évolution, à l'époque de ce qu'on appelle les bulles prébiotiques, eh bien, le sexe a pu se former là, justement en réponse à une autre manière de vivre la planète. Tandis que les bactéries se carapaçonnaient et protégeaient leur ADN pour essayer de survivre, mais les bactéries ne possèdent qu'un seul chromosome particulier, les eucaryotes se sont retrouvés dans des petites fissures, dans des conditions différentes, et ont été obligés d'échanger de l'ADN. Mais du coup, ils en ont eu trop. En ayant trop d'ADN, ils ont été obligés d'inventer le noyau. C'est justement un raccourci évolutif que je vous raconte, mais les cellules qui ont échangé trop d'ADN, qui ont été les plus libertines, ces bulles les plus libertines ont été obligées en quelque sorte de fabriquer des outils pour se préserver de cette trop grosse quantité d'ADN. Celles qui ont été pourvues de ces éléments de noyau ont mieux survécu que les autres. Celles qui ont plus échangé ont mieux survécu que les autres. Et on est arrivé à ce groupe incroyable des eucaryotes avec justement ce fondement évolutif particulier qu'est la sexualité. Alors, la découverte de la sexualité et de son rôle est évidemment quelque chose de fondamental pour comprendre les relations entre les individus. Car si on réfléchit bien, toutes les interactions cellulaires sont des interactions qui sont plutôt mauvaises. La phagocytose d'une cellule sur une autre, c'est je la mange et je mange tout. Le parasitisme, ce n'est pas non plus une interaction très sympathique. Quant à la prédation, qui est une interaction entre deux individus, ça finit toujours un peu mal pour l'un. Les interactions qui vont s'équilibrer sont très rares. Il existe des mécanismes de symbiose, il existe tout un ensemble de mécanismes qu'on trouve un peu miraculeux, comme la pollinisation, etc. Mais tous ces mécanismes ne sont rien à côté de cette interaction fabuleuse qu'est la sexualité, qui est probablement la première de toutes les interactions à s'être avérée stable. On parle de stratégie évolutivement stable, nous en biologie, c'est-à-dire voilà, un élément qui favorise la relation entre des individus au sein de la même espèce. Ce qui est remarquable, c'est qu'évidemment, on a là les bases de la socialité, on a les bases de la vie sociale. Et une grande partie du problème du conflit sexuel, c'est qu'on n'est pas d'accord, mais n'empêche qu'il faut bien qu'on vive ensemble. On n'est pas d'accord pour se reproduire, n'empêche que mâles et femelles doivent bien réussir à se réconcilier. Et tout le processus de la vie sociale est contenu là-dedans. Les lionnes, par exemple, forment des groupes parce qu'elles ont besoin de se défendre contre les lions mâles qui peuvent venir à un moment donné tuer leurs petits. Mais les fourmis, c'est un peu pareil. Elles vont former des sociétés parce qu'elles ont ce processus du conflit des sexes qui commence à se construire entre elles. Donc l'un des grands objectifs évidemment à suivre dans les recherches que je peux mener, c'est mieux comprendre comment la vie sexuelle a pu petit à petit réussir à influencer la vie sociale et la socialité des animaux. C'est pour ça que je travaille actuellement sur des loutres, puisqu'il y en a chez ces espèces à la fois des animaux solitaires, dont on comprend que la vie solitaire est particulière, ils n'ont pas beaucoup d'attachement, juste les relations sexuelles, et encore ça ne se passe pas très bien. Et puis on a des loutres sociales qui vivent en petits groupes familiaux souvent, et où là, les relations entre les individus sont devenues beaucoup plus importantes. Et on sait par exemple que d'autres espèces comme les bonobos vont utiliser la sexualité dans leur socialité pour apaiser les conflits, alors qu'au contraire, les chimpanzés, eux, vont être incapables d'utiliser autre chose que l'agressivité. Donc vous voyez, on a beaucoup de choses à apprendre, nous humains, de tous ces comportements animaux.